Et avec Léa Salamé, nous recevons ce matin un écrivain franco-algérien, prix Goncourt 2024 pour son roman Houri, paru chez Gallimard. Il est également chroniqueur à l'hebdomadaire Le Point. Question-réaction, amis auditeurs, au 01 45 24 7000 et sur l'application de Radio France. Kamel Daoud, bonjour. 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 Et bienvenue sur Inter. Dans un monde normal, ces dernières semaines auraient dû être un moment heureux, on l'imagine, dans votre vie d'écrivain avec ce prix Goncourt et votre roman en tête des meilleures ventes de livres. Mais manifestement, le bonheur attendra puisque vous êtes l'objet d'une cabale dans votre pays, l'Algérie. Vous avez écrit un texte marquant sur le sujet il y a quelques jours, publié dans Le Point. On va y venir. Mais on ne peut pas ne pas vous parler d'abord de votre confrère en écriture et ami Boualem Sansal, arrêté le 16 novembre dernier à l'aéroport d'Alger. Il est incarcéré dans les geôles algériennes pour atteinte à la sûreté de l'État. Que ressentez-vous ce matin, Kamel Daoud, alors que cela fera bientôt un mois que Boualem Sansal est en prison ? Écoutez, je ressens comme beaucoup d'Algériens de la colère, le sentiment d'humiliation, d'avilissement aussi de l'image que l'on donne de l'Algérie, parce qu'il y a quand même eu des sacrifices pour ce pays-là. Je ressens de la tristesse, je ressens une sorte d'envie de ne plus parler d'Algérie parfois, de m'ouvrir au reste du monde parce que ça a été blessant. Mais je ressens aussi le besoin d'être solidaire, de continuer, d'expliquer aussi qu'est-ce qui se passe en Algérie par rapport à l'opinion occidentale. Parce que une des choses les plus difficiles à expliquer au monde, c'est qu'est-ce qu'est une dictature. Parce que tant qu'on ne la ressent pas dans son corps, il est très difficile d'expliquer aux gens qui vivent dans la démocratie qu'est-ce que c'est une dictature. Donc tout cela, c'est un peu mêlé, mais je ressens aussi de la joie parce que j'ai eu le Goncourt. Et ça, ils ne l'enlèveront jamais. Et je ressens de la fierté et j'ai envie de continuer à écrire des livres. Ah, ça fait plaisir parce que votre texte dans Le Point était quand même très sombre il y a quelques jours. Vous disiez, il y a des fois je me demande pourquoi je continue à écrire. Mais là, on est content de vous entendre dire que vous avez de la joie. Tout à fait, parce que le régime a ses méthodes et quand on s'attaque à vos familles, à vos proches, à vos enfants, c'est quelque chose de douloureux à surmonter. On se pose la question du prix de la liberté, parce qu'on en parle ici en Occident, parce qu'on a oublié la Deuxième Guerre mondiale. Mais nous savons qu'est-ce que c'est la liberté, combien elle coûte et est-ce qu'on est capable de payer le prix ou pas. On va parler de ce qui vous est arrivé à vous depuis le prix Goncourt notamment. Mais d'abord, sur Boualem Sansal, la chambre d'accusation de la Cour d'appel d'Alger statuera aujourd'hui sur la demande de remise en liberté de Boualem Sansal. Son avocat français, François Imray, n'a pas été autorisé à se rendre en Algérie. Il tiendra une conférence de presse aujourd'hui à 15 heures à Gallimard, chez Gallimard. Vous y serez avec Antoine Gallimard. Vous êtes clairement inquiet ce matin, vous gardez un peu d'espoir malgré tout, grâce à la mobilisation internationale, le monde littéraire dans le monde entier qui s'est mobilisé pour Boualem Sansal. Vous pensez que ça peut faire bouger les choses diplomatiquement ou vous êtes très pessimiste ce matin ? Je suis pessimiste. Est-ce que ça peut faire bouger les choses? Non. Mais ça participera à ce que le cas de Sansal et d'autres écrivains ne tombent pas dans l'oubli. Il ne faut pas qu'on l'oublie. Il s'agit d'être dans l'endurance et dans le temps. Est-ce que ce régime est sensible à la mobilisation internationale? Non, il a construit son équation de survie sur le fait que le monde entier nous en veut et qu'il y a un complot international contre nous. Donc plus on se mobilise, plus on gonfle et on dope l'équation du complot international. Donc c'est contre-productif, vous dites? Non, ce n'est pas contre-productif. Nous avons affaire à un régime qui est faible, qui est rancunier, qui est violent. Il faut imaginer l'Allemagne de l'Europe de l'Est dans les années 70. Persécution, écoute, pression policière, etc. Donc, je ne suis pas quelqu'un d'optimiste sachant les mœurs de ce régime-là, mais je pense qu'il faut une mobilisation continue parce que c'est la moindre des choses. Et pour que Boualem et d'autres écrivains, parce qu'on parle que de Boualem parce qu'il est francophone, il y a d'autres écrivains algériens arabophones qui souffrent, qui se sont cachés, qui sont exilés, etc. Donc, pour qu'on puisse continuer à soutenir les écrivains. Parce qu'il s'agit aussi d'un enjeu français, la liberté. Si vous oubliez en France, si nous oublions en France le prix de la liberté, on la perdra. Pourquoi, Kamel Daoud, l'Algérie déteste-t-elle ses écrivains ? Je me suis posé la question depuis longtemps. Ce n'est pas avec le Goncourt, ça a commencé pour moi. Ça a commencé depuis des décennies, mais pas uniquement moi. Je pense que l'écrivain représente un peu ce côté guérison par l'universalité.
choix d'aller vers l'autre, de comprendre le monde, de faire partie du monde face à un pays qui bâtit son hypernationalisme sur le refus du monde, sur le repli sur soi. Il y a ce côté universel, ce côté défense des valeurs. Parce que qu'est-ce qu'on nous reproche au fond? Qu'est-ce qu'on me reproche à moi, un homme qui écrit des fictions? Je n'écris que des fictions. De défendre les femmes, je l'assume. De défendre la liberté, je l'assume. De dénoncer l'islamisme, je l'assume. De dénoncer l'autoritarisme, je l'assume. Est-ce que ça fait de moi un diable? Ben, je serai le diable. Vous disiez dans le Figaro, Sansal est mon ami et je ne comprends pas son imprudence. Vous sembliez dire qu'il n'aurait pas dû, à votre sens, vu les menaces, retourner en Algérie? Ce n'est pas le moment de le répéter, mais je le crois. On en discutait souvent et je lui disais, même lui me conseillait ça, c'est-à-dire ne pas y aller. Mais vous savez, quand on est un exilé, on est toujours tenté par le dernier voyage, celui où on prend les dernières photos, celui où on prend le dernier bibelot, et on se dit, je vais refaire ma vie ailleurs. Le dernier voyage, c'est le plus dangereux. Vous pensiez qu'il faisait son dernier voyage, qu'il Je le voulait crois. prendre les derniers bibelots et les dernières photos? Je le sais et je le crois. Comment avez-vous reçu les propos de ceux qui disent regretter que Boualem Sansal soit en prison, qui demandent sa libération, mais qui disent aussi que les propos et les positions tenues par Sansal relèvent de l'extrême droite, d'une forme de suprémacisme? Ça, c'est Sandrine Rousseau, mais il y en a d'autres. Ce oui, mais, comment vous le recevez? Le oui, mais, moi je le traduis, je suis un lâche, mais je suis un savant. Je sais bien parler. C'est ça le oui, mais pour moi. On conteste un homme libre et on soutient un homme en prison. Ça, c'est la règle de base. Quand quelqu'un est en prison, on le soutient. Le problème des écrivains d'origine algérienne comme moi, c'est qu'on est piégé par les fractures françaises. Vous arrivez dans ce pays, vous voulez parler d'islamisme, ils vous disent attention, islamophobie. Vous voulez parler de l'échec du pays d'origine, on vous dit ah, vous êtes contre la migration. Vous voulez parler du rapport au reste du monde, donc vous ne pouvez pas dire ça parce que vous allez faire le jeu de l'extrême droite. Au fait, on est bridé. En Algérie, nous sommes accusés d'être français et en France, nous ne sommes pas les bons arabes pour certains. Et on est entre les deux. On n'est pas de bons arabes pour certains et on est des Français pour le régime algérien. Où voulez-vous que l'on aille? On va vers des pays où nous défendons nos libertés. Pour vous, on peut contester Boualem Sansal, ce qu'il dit, ce qu'il écrit, mais pas quand il est en prison? Non, je ne contesterai jamais ce que dit Boualem. Non, vous, mais ce que je veux dire, c'est la liberté, c'est aussi la liberté de certains dirigeants politiques ou autres de pouvoir contester ces textes. Mais Oui. ce qui peut d'ailleurs être contesté et contestable, c'est qu'il est en prison. Donc aujourd'hui, pour vous, on demande sa libération, point. Point, et c'est tout. Et puis, vous savez, il y a une réalité qui n'est pas visible en France, c'est que ce qu'on reproche à Boualem sur les frontières, sur quoi que ce soit, c'est sa liberté d'opinion. C'est un homme qui a exprimé une opinion, on lui répond par une opinion, pas par de la prison. Ça, c'est la première des choses. Mais même ces élites de gauche algéroises qui contestent à Boualem sa liberté de penser, oseront-ils dire la même chose face aux prêcheurs islamistes si chaque vendredi répètent les mêmes choses, qui ne reconnaissent pas les frontières algériennes ni l'histoire algérienne? Personne n'ose regarder les islamistes dans les yeux et les contester. Vous parlez des intellectuels de gauche en Algérie? En Algérie. Je vais vous donner un exemple. La même semaine où Boualem a été arrêté, c'est la semaine où on a innocenté un chef terroriste algérien de la région de Bouira et ses acolytes. Ils ont été innocentés, libérés de la prison. La même semaine où Boualem Sansal a été arrêté. Voilà où nous en sommes dans notre pays d'origine. Nous en sommes à saluer et à baisser les yeux devant les islamistes et à taper sur un écrivain, tous les écrivains, sur la littérature, sur la liberté, sur les valeurs, sur la démocratie. Il n'y a pas que Boualem Sansal, il y a aussi vous, Kamel Daoud. Votre roman Houri est censuré en Algérie. Votre maison d'édition Gallimard a été empêchée d'assister au Salon du Livre d'Alger. Dans ce texte publié dans Le Point, sur lequel nous disions un mot à l'instant, vous revenez longuement sur les attaques que vous avez subies. Vous écrivez « Houri a rencontré son public. Certains évoquaient la possibilité du Goncourt. J'étais euphorique, heureux pour moi et pour l'Algérie, mais je savais que cette réussite avait un prix. En octobre, un ami algérien m'écrivit « Je croise les doigts ». Je répondis « Je ne sais si la bonne nouvelle serait d'avoir ce prix ou de le rater. Je n'avais aucune idée de l'enfer qui m'attendait. » Vous traversez là l'enfer? Oui, mais c'est vous dire que c'était plus douloureux parce qu'il y avait de la joie. Mais maintenant, je suis revenu à ma nature, c'est celle de la résilience, celle de la résistance. Je continuerai à faire ce que je fais. Mais au début, la joie vous fragilise quelque part. Vous êtes nu dans la joie, vous êtes vous-même. C'est la mémoire secrète de chaque être humain. Et quand ce moment est arrivé, j'étais heureux. J'étais profondément heureux. Pour moi, pour mes maîtres d'école, pour l'histoire de mon pays natal, pour l'histoire de mon pays d'accueil. Mais d'un autre côté, je savais que ça allait venir. Je savais que
Je ne pouvais pas échapper à ça. D'autant plus que l'apparition de Houri, dès le début, dès la première semaine, il y avait des éditos dans les journaux gouvernementaux qui parlaient de complot, de cheval de Troie, etc. Je m'attendais à ça. Mais la joie vous fait oublier un peu la prudence. Et je me suis dit, le jour du Goncourt, ça va être démultiplié par 10. Ils ne vont pas me le pardonner. Ils ne me le pardonnent pas depuis des années, ils ne vont pas me le pardonner. Je ne m'attendais pas à l'arrestation de Boualem Sansal, pour être sincère. Et Est-ce que vous pensez que c'est lié à votre Goncourt? Pas uniquement, pas lié d'une manière directe. Ils l'ont attrapé. Ils l'ont attrapé. Et je pense que le régime ne s'attendait pas à ce que ça leur tombe du ciel comme ça. Ils l'ont attrapé. Ce qu'ils voulaient dès le début, c'était la logique des boules puantes, nous attaquer, nous diffamer, nous discréditer, etc. Et après, bon, il y a eu ça. Et puis il y a eu cette plainte, ces 2 plaintes déposées contre vous et votre épouse, psychiatre, déposées par une femme qui s'appelle Saada Arban et qui affirme que votre roman, Houri, est en réalité une transposition de ses confidences à elle qu'elle a fait à votre épouse. Cette femme est effectivement la seule rescapée d'un massacre qui a emporté sa famille durant la guerre civile des années 90 en Algérie, alors qu'elle n'avait que 6 ans. Ça résonne avec le livre d'Houri, et elle affirme que vous avez raconté sa vie à elle dans le livre, qu'elle est le personnage d'Aube qui est votre héroïne, et que vous avez, c'est ce qu'elle dit, volé sa vie sans son consentement. Comment avez-vous reçu cette accusation et ces plaintes, vous et votre épouse? Je m'y attendais. Ce n'est pas la seule plainte. L'association des victimes du terrorisme algérien a déposé aussi plainte contre moi. Je veux dire, il y a 3 associations qui représenteraient les victimes du terrorisme ont aussi déposé des plaintes contre moi. Je m'attendais à des réactions pareilles parce que c'est la même méthode. En 97, un photographe algérien a pris cette fameuse photo de la Madone de Bent Talha. C'était exactement la même chose. Décrédibilisation, attaque sur sa personne. Et à la fin, ça a fini par l'apothéose. Cette dame qui se présente à la télévision en disant qu'il a volé mon histoire, il a fait ceci et cela. Les méthodes sont les mêmes. Je m'y attendais à ça. Moi, j'ai raconté une guerre civile avec différentes victimes. J'ai interviewé plein de gens, des mutilés. Il y a eu des centaines de milliers de morts. Il y a eu des dizaines de milliers de mutilés. J'ai fait mon enquête, j'ai fait mes entretiens, j'ai mes archives. J'ai rencontré des mutilés, femmes et hommes. Et j'ai construit. Maintenant que quelqu'un se présente en disant que c'est mon histoire, qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? C'est comme si vous faites un roman. Est-ce que c'est vrai qu'elle a rencontré votre épouse, qu'elle lui a raconté sa vie, elle dit que vous l'aviez reçue chez vous? Tout ça est faux? Non. Écoutez, que les choses soient claires. Moi, je n'ai aucun rapport avec le travail de ma femme. Moi, je mène mon travail moi-même. Ma femme, elle fait son travail elle-même. C'est un médecin reconnu, c'est un psychiatre reconnu par ses pairs, etc. Je ne suis pas quelqu'un de naïf pour faire ça. Bien sûr, mais elle dit qu'elle vous a rencontré, vous, oui. dans son témoignage. Oui, elle dit qu'Amel Daoud, il y a 3 ans, j'ai été invitée par Madame Daoud à prendre un café chez eux dans la cité Asnaoui à Alger. C'est pas à Alger, c'était à... c'est à Oran, j'habite à Oran. Je suis un Kamel Daoud m'a alors demandé s'il était possible de raconter mon histoire dans un roman. J'ai refusé. Ce qu'elle dit est faux. Absolument pas. Sa mère, c'est la mère adoptive de cette jeune femme et l'ex-ministre de la Santé algérienne. Elle a raconté son histoire partout. Tout le monde connaît son histoire en Algérie et surtout à Oran. C'est une histoire qui est publique. Mais le fait qu'elle se reconnaisse dans un roman qui ne la cite pas, qui ne raconte pas sa vie, qui ne raconte pas les détails de sa vie, je suis désolé, je n'y peux rien. Il y aura demain d'autres personnes qui vont se dire « Monsieur Daoud, raconte mon histoire. Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse ?» Moi, j'ai raconté une guerre, je ne l'ai pas inventée, je ne l'ai pas commise. Ça, c'est clair. La deuxième des choses, mon roman n'a rien à voir avec cette femme-là. Il faut que les choses soient claires. C'est un roman de fiction. La troisième des choses, il n'y a aucun secret médical dans ce livre pour ceux qui l'ont lu. Je trouve quand même étrange en Algérie que tous les médias qui me tombent dessus commencent toujours par cette phrase « Je n'ai pas lu le roman, mais ». La troisième des choses, c'est que je savais que ça allait provoquer des réactions violentes. C'est un trauma, chère madame. C'est un trauma. Et quand on parle d'une douleur qui est cachée et qui est niée, les réactions vont être violentes, allaient être violentes, et je le savais. Moi, ce qui m'étonne maintenant, c'est de voir comment on a fait d'un écrivain un criminel, et qu'on baisse les yeux devant les vrais criminels qui ont tué. Moi, ce dont je rêve, c'est un pays qui abroge la loi, l'article 46 qui nous interdit de parler de la guerre civile. Donc mon roman, je l'ai écrit, je le réécrirai. Et j'écrirai même un 4e, un 5e sur cette guerre si j'en ai envie, parce que cette guerre, je l'ai payée. Maintenant que des gens se reconnaissent ou pas, c'est leur douleur, c'est leur traumatisme. Pourquoi cette femme, elle est partie à la télévision au lieu de partir à la justice? Donc pour vous, elle est manipulée par le régime Ah mais totalement. C'est une double histoire très triste. On voit cette femme raconter une histoire alors que sa blessure raconte une autre histoire. Moi, j'ai envie que toutes les victimes de la guerre civile soient invitées dans les médias, qu'elles puissent parler, qu'elles puissent témoigner, qu'elles puissent accuser, qu'elles puissent demander aux autres de demander pardon. J'ai envie que mon pays soit réparé. J'ai envie qu'il répare au fond de lui-même ce qu'il a commis, qu'il assume son histoire. Le crime, c'est de ne pas pouvoir parler de cette guerre. Le crime n'est pas d'écrire un roman sur cette guerre.
Vous avez révélé dans Le Point, il y a quelques jours, les raisons qui vous ont conduit à l'exil, puisque vous avez décidé de vivre en France il y a plus d'un an. Et vous n'aviez jamais, au fond, parlé des raisons qui vous ont conduit à cet exil. Vous dites qu'il y a d'abord eu en 2018, et ça a été un point de bascule pour vous, la profanation de la tombe de votre père dans le cimetière de votre village natal. Ce sont des choses que j'ai toujours gardées pour moi. C'est blessant d'en parler. La double profanation de la tombe de mon père, ça a été un grand virage dans ma vie. La double parce que vous l'avez réparée, et une Ouais. semaine après, ils l'ont profanée à nouveau. Exactement. Il n'y a pas eu d'arrestation, pas d'enquête. J'ai fait à l'époque ce que je pouvais pour retrouver. Personne ne voulait enquêter sur ça. C'est un moment intime. Je ne sais pas comment l'expliquer à vos auditeurs, mais c'est quelque chose qui est blessant. Je n'aime pas mettre ma douleur en avant. Le jour où je me suis exilé, il y a quelques mois, 18 mois en France, la même chose. J'ai subi des convocations, Vous parlez d'un café, Un un café, café à Oran. Invitation Vous êtes à prendre invité à prendre un café par les services. les services de Vous sécurité. savez, en Algérie, bon, les Algériens qui nous écoutent maintenant, savent très bien qu'est-ce que ça signifie la formule être invité à prendre un café. Ça veut dire Expliquez aux Français ce que ça veut Être dire. invité à un café, c'est le premier contact. Généralement, il est très courtois, il est poli. Mais la deuxième étape, c'est la machine qui se met en branle. Vous êtes très bien reçu. Le café est très bon, mais on vous explique un peu le nous, l'État, la surveillance, les intérêts du pays, le complot international, la France, et vous comprenez que Vous êtes sur la liste. vous le comprenez immédiatement. Dès que vous êtes invité à un café, vous le comprenez immédiatement. Et comme je l'ai écrit dans Le Point, il faut prendre un avion très vite. Et là, vous comprenez, vous vous dites, je peux pas rester, et il faut que je mette ma famille et mes enfants à l'abri, quoi. J'ai pris cette décision en une semaine. En une semaine, il fallait partir et je ne vous raconte pas le jour où je suis parti à 3h30 du matin avec les passeports. Les Algériens connaissent l'angoisse de la PAF. Ce moment où le policier examine votre passeport et que vous ne savez pas qu'est-ce qu'il va dire, qu'est-ce qui va arriver. Je n'ai pas voulu aussi en parler parce que je n'aime pas être dans une sorte de posture de l'exilé, martyr, etc. C'est une douleur intime, c'est à moi. Et je ne veux pas en parler. Mais là, avec l'arrestation de Boualem Sansal, il vous semblait important d'expliquer à, Vous savez, à l'opinion publique occidentale qui ne sait pas, comme vous dites, ce que c'est de vivre dans un régime autoritaire, dans tout un à fait. régime de terreur intellectuelle. Comment tout est, voilà, comment Non, tout est vérifié, comment à tout moment vous pouvez vous faire arrêter au moment du passage à la douane, à bien l'aéroport, vous sûr. ne savez pas. Bien sûr, mais vous savez, en France et dans le reste de l'Occident, on ne comprend pas la dictature algérienne, pour 3 raisons. La première, il y a le biais linguistique. On est francophone et on n'a pas accès aux élites et à la production éditoriale arabophone. Ça, c'est un biais qui ne permet pas de comprendre l'Algérie. La deuxième, il y a une sorte de tétanisation des intellectuels entre les deux pays. Dès que vous parlez d'islamisme, vous avez peur d'être taxé d'islamophobe en France. Donc là, le réflexe, c'est de ne pas parler de ce qui se passe en Algérie. Le troisième réflexe, c'est que les élites de gauche, et on le voit maintenant un peu dans le monde arabe, elles sont dans l'échec total. On vous parle de Syrie, par exemple. On vous dit On a pourquoi une ils ont... question au standard sur le sujet. Très bien, je vous écoute. Eh ben, Sabine va vous la poser. Bonjour et bienvenue. Bonjour. On vous écoute. Bonjour. Alors déjà, j'aimerais vous féliciter, Monsieur Daoud, pour votre roman. Il m'a bouleversée. J'en ai même les larmes là. J'ai appris beaucoup de choses et j'admire votre liberté de penser, de relater des faits. Maintenant, je me disais justement que concernant l'actualité, notamment syrienne, est-ce que vous n'avez pas des craintes, est-ce que vous n'avez pas des peurs? Merci Sabine pour cette Merci. question. Kamel Daoud vous répond. Merci beaucoup pour votre message. Chaque mot compte quand on est un peu dans cette situation-là, et donc je vous en remercie. Maintenant, dans le cas syrien, oui, cela fait peur, mais j'ai l'impression qu'il y a un point aveugle dont personne ne parle en Syrie. C'est l'échec de la gauche arabe. Parce qu'on dit qu'on a le choix entre la dictature ou les islamistes. Mais la gauche dans le monde arabe, qu'est-ce qu'elle fait? Elle Mais critique ils ont été, l'Occident. mais Kamel Daoud, ils ont été brimés, torturés et Je tués le par sais, Bachar j'allais el-Assad au moment venir, de la révolution. Vous ne pouvez j'allais pas dire. venir. Ils l'ont muselé, Je sais, il a tué cette je gauche, sais. ou même pas la gauche, mais l'opposition laïque. Je sais, et j'allais venir Ouais. pour dire que nous sommes dans l'échec dans le monde arabe. La gauche est dans l'échec pour 2 ou 3 raisons. D'abord, elle a été brimée, elle a été laminée par les dictatures. Il y a eu aussi le décolonial, je parle notamment du Maghreb, qui a biaisé un peu les combats de la gauche. On ne parle que de l'Occident et de la colonisation alors qu'on ne fait pas le travail sur le terrain. Nous avons abandonné l'école, nous avons abandonné les universités, nous abandonnons maintenant le champ éditorial. Sainte-Salle, est-ce que vous pensez qu'il est plus utile de parler de nos échecs ou de dire que Sainte-Salle a exprimé telle ou telle position? C'est ce que je veux vous dire. Je ne suis pas en train d'incriminer la gauche, mais je dis qu'il y a un constat de défaillance pour des raisons objectives et des raisons subjectives qui font que nous n'avons pas offert dans le monde qu'on appelle arabe
une troisième voie. Mais ils ont essayé pendant les printemps arabes. Je sais, Ça a été maté dans le sang. je le sais, Et quand quand on les voit sortir de prison aujourd'hui, je le sais, madame. ce que vous racontez sur l'Algérie, la Syrie de Bachar el-Assad était un régime atroce. On ne pouvait rien dire. Je sais, mais nous parlons de deux choses. Je parle d'un échec objectif et vous parlez de raison de cet échec. Nous sommes dans l'échec dans le monde dit arabe. Nous, la gauche, ou les gens qui se prétendent de la gauche des valeurs humanistes et universalistes, etc., nous sommes dans l'échec. Nous avons échoué. Pour des raisons objectives, je suis en train encore de le répéter, mais aussi pour des raisons d'erreurs de vocation. C'est la réalité aussi. Qu'est-ce que offre maintenant la gauche algéroise à Alger comme projet politique? La rancune, le décolonial permanent, tout est de la faute de la France, mais nous avons besoin d'autre chose. Nous avons besoin d'assumer l'histoire coloniale, mais aussi l'histoire immédiate. Quand je vois maintenant en Algérie des gens qui vous disent « Monsieur Daoud, ne parlez pas de la guerre civile, il est plus important de parler de la vraie guerre ». Ça veut dire qu'ils sont morts durant les années 90, ce ne sont pas des êtres humains. Est-ce que je n'ai pas le droit de demander de la justice, de la possibilité de m'exprimer sur cette guerre? Est-ce que je n'ai pas le droit d'écrire des romans? Est-ce que Boualem Sansal n'a pas le droit d'exprimer ses opinions? Non. Pourquoi juge-t-on des écrivains pour des crimes commis par des terroristes? Et c'est aussi notre échec. Oui. Question, il y a beaucoup de questions sur l'application de Radio France. Pierre, quand va-t-on mettre un point final à la guerre d'Algérie? On aime tant l'Algérie, trois points d'exclamation, Kamel Daoud. Mais moi aussi, je suis déchiré, c'est mon pays natal. J'ai une mémoire, j'ai un corps, j'ai des souvenirs, c'est mon pays. Je parlais ici de mon citronnier, de ma maison. Cela me déchire. Et puis, je suis comme tous les Algériens, très fier. J'aurais voulu que mon pays répare son histoire passée, son histoire de maintenant, et qu'il puisse accepter le reste du monde et de faire partie du reste du monde. C'est un paradis, mais c'est aussi un paradis maudit. Et cela me fait profondément mal. Autre question de Mustapha. Quelle est la position de M. Daoud quant à la relation du régime algérien avec les Marocains? Moi, je ne ferai jamais la guerre au Maroc. Je ne laisserai jamais mes enfants faire la guerre au Maroc. Je ne serai jamais l'ennemi du Maroc. Le Maroc, c'est un pays qui a accueilli les indépendantistes algériens. Le Maroc, c'est aussi l'Algérie, avec un autre drapeau. Donc cette histoire de monter les deux pays sur une histoire de frontières et du Sahara occidental, je n'y croirai jamais. Je ne souscrirai jamais. Je visiterai l'Algérie un jour librement. Et je visiterai le Maroc parce que c'est aussi mon pays. Vous écrivez, vous continuez d'écrire en ce moment? Je suis en train de commencer un roman parce que c'est une thérapie, parce que c'est le seul endroit où je me sens vivre, libre, indépendant et plein de moi-même. C'est le moment où j'écris. Je n'arrête pas d'écrire parce que quand je n'écris pas, j'angoisse. Le monde se disperse comme des Legos. Et j'ai envie d'écrire tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et vous n'avez pas la dictature dans la tête? Non, il ne faut jamais faire de son ennemi le centre de sa vie. C'est une leçon. Les islamistes m'attaquent depuis 20 ans. Je ne les ai jamais considérés ni traités. Les propagandes du régime m'attaquent depuis 20 ans. Je ne leur réponds pas. Le but de la vie, c'est le bonheur, la réussite, briller, être quelqu'un de vivant. C'est ça le but de la vie. Si vous vous occupez à répondre à des gens comme ça, les montagnes ne suffiraient jamais. L'ennemi n'est pas le centre de ma vie. C'est une petite périphérie dangereuse, agaçante, mais je lui accorderai jamais le centre de ma vie. Vous écrivez sur l'Algérie? C'est mon pays, il m'appartient, je ne confonds pas ceux qui privatisent l'Algérie et l'Algérie. J'écrirai sur la France tel que je pense, j'écrirai sur l'Algérie tel que je pense. Si j'avais deux vies, j'aurais consacré une à être lâche et une à être courageux. J'en ai une seule, je vais être courageux jusqu'au bout. Merci beaucoup Kamel Daoud. Énormément de messages, de remerciements de la part de nos auditeurs sur l'application de Radio France. On rappelle le titre de votre roman Prix Goncourt 2024, Houri chez Gallimard. Merci encore d'avoir été à ce micro. Merci à vous et à vos auditeurs.